Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Fondateur et rédacteur en chef Gao Shuanyang, Kassa Nyang. Rédacteur en chef exécutif JZ Michel Mazoyer. Comité de rédaction Guillaume Dutournier 51 Wenjie Yang Yang. Conseil scientifique Jean-Michel De Waal, Valérie Faranton. Alan Forrest, Axel Honneth. Polo Suang, Suzanne Steadman-Jones. Anna Krasteva, Julia Kristeva, Tanguy la MINOT. Jean-Pierre Levet, Gilles LHUILIER. Théodoros PAPATHEODOROU, Patrick Pasture. Jean-Philippe Pierron, Xavier Richet. Alexander Thomas, NRTIMMERMANN. Raymond Trousson, Yves-Charles Zarka. Copyright Institut d'études avancées sur la culture européenne. Université Jiaotong de Shanghai. Copyright Centre de recherche Europe-Asie, Paris. Copyright Association KUBABA, Paris. Contact. Association KUBABA, Université de Paris 1. Panthéon-Sorbonne. 12 place du Panthéon 75 231 Paris CEDEX 05. Europeana. Numéro 4. Les évolutions actuelles du système des partis politiques en Europe. Préparé par Jean-Michel De Waal. 2014. Paris, Shanghai. Les évolutions actuelles du système des partis politiques en Europe. The Current Evolution of European Political Party System. Introduction. Jean-Michel De Waal. Les partis politiques peuvent être étudiés sous de multiples facettes. L'idéologie des partis, les programmes, l'histoire, les membres, leurs électeurs, leurs fonctions sociétales, leurs relations avec la société civile, les militants, les implantations locales, les résultats électoraux, les élus, les dirigeants, les politiques publiques, leur type d'organisation, les statuts, leur culture politique, etc. Les deux grands politologues Erkat et Pemer estiment qu'il existe 3 niveaux d'analyse. Le parti in public office, mandataire et membre du gouvernement, le parti in central office, leader et permanent, et le parti on the ground, membre et activiste. Katzenmer 1995. De très nombreuses définitions de partis politiques ont été proposées. Le but de ce dossier n'étant pas d'approfondir ce débat, nous retiendrons une définition particulièrement bien adaptée pour les organisations partisanes européennes, proposée par Daniel Louis Seller. On définira les partis comme étant des organisations visant à mobiliser les individus dans une action collective menée contre d'autres, pareillement mobilisés, afin d'accéder, seuls ou en coalition, à l'exercice des fonctions de gouvernement. Cette action collective et cette prétention à conduire la marche des affaires publiques sont justifiées par une conception particulière de l'intérêt général. Seller 2000, 249. Cette définition a l'avantage de bien différencier les partis politiques et les groupes d'intérêt. Contrairement à ceux-ci, les partis ont vocation à gouverner et agissent selon une vision idéologique. De même, l'idée du combat politique démocratique est comprise dans cette définition. Dans la science politique occidentale, l'étude des partis politiques n'est plus à la mode. Ceci s'explique à la fois par la difficulté de l'étude d'un objet de recherche comportant de nombreuses facettes, mais aussi par le rejet de la politique par les citoyens, ainsi que par les nombreux reproches des électeurs qui voient dans les organisations partisanes les responsables de tous les maux de nos sociétés. En outre, les partis ont vu leur pouvoir diminuer avec la montée en puissance de nombreux autres acteurs tels que les lobbies, les groupes d'intérêt, les médias, les organisations professionnelles, etc. La science politique est une discipline fort sensible aux évolutions sociales et idéologiques de notre époque. Pourtant, il nous faut constater que tous les régimes au monde, malgré leurs différences, ont besoin des partis. Quelle qu'en soit la forme, parti unique ou pluripartisme, le système des partis s'impose depuis des décennies comme un mode incontournable d'organisation et une courroie de transmission indispensable entre les gouvernants et les gouvernés. Les partis sont idéalement les grandes oreilles des élites. Ils font remonter au sommet les demandes et aspirations de la population. Les différents types d'élus jouent un rôle décisif dans ce processus.
Mais les organisations partisanes ont aussi pour fonction d'expliquer les choix des élites aux gouvernés. Si tous les régimes ont besoin des partis pour créer une relation avec leurs citoyens, la fonction des organisations partisanes varie selon les types de régimes. Dans les démocraties représentatives européennes, les partis ont plusieurs fonctions soulignées par la littérature scientifique. En dehors de leur rôle de courroie de transmission, ils ont également une fonction programmatique. Ils proposeront aux citoyens des solutions aux problèmes qu'ils auront identifiés dans la société. Ce programme se fonde sur une vision idéologique de la société. Leur rôle est donc capital puisqu'il s'agit dans un premier temps de reconnaître un problème social ou économique, de le mettre à l'agenda politique et ce faisant, de le politiser puis de proposer une solution. Comme on le voit, le rôle des partis dans ce processus est fort important. Tous les partis politiques ne reconnaissent pas tous les sujets comme un problème auquel une solution doit être apportée. Aujourd'hui, en Europe, les questions de la sécurité routière ou du bien-être animal par exemple ne sont pas reconnues par tous comme étant des questions à mettre à l'agenda et devant donc faire l'objet de solutions proposées dans les programmes politiques. Il faut néanmoins noter que la mise à l'agenda d'une question ne provient pas toujours, et peut-être même de moins en moins des partis politiques. Des groupes d'intérêt, des groupes de la société civile ou certains faits divers peuvent rendre une question incontournable pour les partis politiques, en raison de l'important traitement médiatique dont ils font l'objet. Il conviendra alors de se positionner sur ces nouvelles questions. Les partis politiques ont également un rôle de sélection des élites politiques. C'est en leur sein que les principales futures élites gouvernantes seront choisies. Le travail politique, le militantisme dans les organisations de jeunesse ou locales serviront à une lente sélection de cadres dont certains se verront proposer des responsabilités au niveau régional d'abord, puis national. Ce ne sont pas seulement les futurs membres du gouvernement que les partis sélectionneront en leur sein, mais aussi une série de hauts fonctionnaires ou de dirigeants d'organismes étatiques. En Europe, dans certains États, la puissance des partis et de la particratie permet d'influencer nombre de nominations. Les partis politiques ont, comme nous le voyons, des fonctions décisives dans le bon fonctionnement des systèmes de démocratie représentative. Depuis le XXe siècle, toutes les tentatives de gouverner un État en faisant l'économie des partis politiques se sont révélées être des échecs. En Europe, il est marquant qu'après la chute des régimes communistes en 1989, une série d'intellectuels a prôné l'instauration de la démocratie post-partisane. Ce rêve de démocratie directe ne dura pas plus que quelques mois, et fut rapidement désavoué par les électeurs et les citoyens. Comme le note l'analyste politique D.L. Seller, les partis politiques sont le véhicule obligé de la démocratie. Les partis politiques en Europe ont des caractéristiques propres, et ils diffèrent grandement des partis politiques aux États-Unis par exemple. Ils sont nés du processus de démocratisation du début du XXe siècle, et sont intrinsèquement liés à l'histoire des États-nations. L'Union européenne comprend aujourd'hui 28 États membres et donc 28 systèmes de partis différents. Ils sont le produit d'une histoire nationale complexe et des différentes fractures qui ont pu émerger dans ces États. La théorie des clivages partisans de S. Rokan, Lipset and Rokan 1967, 554, est fort utile pour tenter de mettre en exergue la division au sein du paysage politique en Europe depuis le XXe siècle. En simplifiant beaucoup cette approche, retenons que S. Rokan démontre que deux révolutions ont secoué l'Europe. La Révolution nationale a donné lieu à la création des États-nations et la Révolution industrielle a créé des clivages de type économie. La Révolution nationale donnera lieu à deux grands clivages structurants. Premièrement, le clivage opposant les religieux aux laïcs, c'est-à-dire celui opposant les tenants des églises et les défenseurs de la laïcité et ceux qui défendent l'indépendance de l'État par rapport à la religion. Deuxièmement, le clivage entre les défenseurs des intérêts du centre des États-nations et les défenseur des périphéries et des minorités nationales. La révolution industrielle donnera, elle aussi, naissance à deux clivages. Le clivage entre les intérêts des villes et des campagnes et le clivage entre les propriétaires des moyens de production et les travailleurs qui vendent leur force de travail. Cette révolution accélérant l'urbanisation, elle crée un clivage entre les défenseurs des intérêts des campagnes et ceux des intérêts des villes. Il y a donc 4 clivages, c'est-à-dire 8 versants,
qui donneront naissance à la formation des partis politiques sauf dans le cas du versant des défenseurs des villes. Il n'y a pas de parti né pour défendre les villes, dont la défense des intérêts est assurée d'une autre manière. Tous les clivages n'existent pas dans tous les États européens. Cela dépend des évolutions nationales. La France ne connaît qu'un seul grand clivage qui organise sa vie politique, celui qui affecte les travailleurs, c'est-à-dire l'opposition gauche-droite. Les questions religieuses et régionales ont été réglées par la Révolution française et la construction d'un État-nation centralisé. En Espagne, en revanche, à côté du clivage propriétaire-travailleur, une autre ligne de partage existe entre le centre et la périphérie des villes. En Belgique, on retrouve 3 clivages propriétaires-travailleurs, laïcs-religieux, centre-périphérie. Ceci permet d'expliquer, par exemple, le grand nombre de partis politiques présents dans le Parlement belge. Le nombre de clivages dépend donc à chaque fois du parcours historique de chaque État. Le penseur politique D.L. Seller a construit sur cette base une typologie des partis politiques en Europe. Chaque versant constitue une famille politique. Nous aurions ainsi 7 familles politiques. Parti laïque. Parti religieux. Parti centraliste. Parti des périphéries ou régionalistes. Partis agrariens défendant les campagnes. Parti des propriétaires. Parti des travailleurs. Le clivage propriétaire-travailleur est de loin le plus présent dans le paysage politique européen. Il structure la grande majorité des paysages politiques nationaux. Cette typologie possède plusieurs avantages. Elle permet de classer les partis politiques selon d'autres critères que celui du nom du parti, qui aboutit à de nombreux contresens. Elle ouvre également la porte à une comparaison dans un cadre européen, en mettant en parallèle des familles de partis nés dans des contextes historiques différents, même s'ils paraissent présenter des versants de clivage semblables. Évidemment, chaque famille possède ses différences internes, le versant travailleur étant occupé à la fois par les partis sociaux-démocrates et les partis communistes. Il s'agit donc bien de retrouver l'ADN de chaque parti, sa raison d'être, le combat pour lequel il est né et qui lui donnera son identité même s'il doit se positionner sur d'autres enjeux politiques, économiques et sociaux. Les travaux de S. Rocan ont donné lieu à de nombreux débats scientifiques. Certains commentateurs politiques estiment que les partis peuvent naître sur plusieurs clivages en même temps, alors que d'autres restent fidèles à la thèse initiale de S. Rocan qui, lui, estime que les partis ne naissent que sur un seul clivage. Cette typologie date des années 1970. Depuis lors, de nombreuses évolutions se sont déroulées dans les paysages partisans en Europe, de nouvelles familles sont apparues. Est-ce que cela rend cette grille d'analyse inopérante ? Nous ne le croyons pas. Il faut par contre adapter le modèle explicatif et tenir compte d'une troisième révolution, la mondialisation. Celle-ci divise les sociétés européennes entre gagnants et perdants de ces profonds changements. Les gagnants sont les couches sociales urbaines possédant des diplômes, parlant les langues étrangères qui peuvent profiter de l'internationalisation des échanges. Ces groupes sont ouverts à la multiculturalité. Les perdants sont des groupes sociaux peu préparés à ces changements, peu diplômés et ayant peu de ressources culturelles et financières. Les perdants se retrouvent aussi en périphérie des centres urbains. Ils vivent l'immigration comme une concurrence dangereuse. Les partis de droite populistes, qui remportent de nombreux succès électoraux, se présentent comme les défenseurs des perdants de la mondialisation. Sur beaucoup de points de vue, les partis écologistes représentent les gagnants de la mondialisation qui défendent des valeurs post-matérialistes. Une intéressante question est aussi de savoir si les nouvelles démocraties en Europe centrale, nées après la chute du communisme en 1989, ont donné lieu à de nouveaux clivages partisans. Est-ce que le post-communisme est porteur de clivages spécifiques ? Avec maintenant 20 ans de recul, une première réponse peut être apportée. Il ne semble pas qu'un clivage persiste entre les partis héritiers des structures communistes et ceux issus de l'opposition au communisme. On a pu croire que les paysages politiques de ces États seraient divisés et organisés en fonction de cette ligne de partage, mais il faut bien constater que petit à petit, cette question historique cesse de structurer le débat politique. Il y a donc, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, une réelle convergence dans l'organisation des partis même si des différences notables existent dans l'organisation de ceux-ci et dans la place de l'idéologie et du leadership.
Le dossier que nous présentons aborde 4 questions essentielles pour la bonne compréhension des évolutions et des enjeux contemporains des évolutions des partis politiques dans l'Union européenne. Fabien Escalona nous présente les évolutions de la famille social-démocrate dans l'Union européenne. Cette famille joue un rôle historique central à gauche du paysage politique européen. Elle constitue un des piliers essentiels de la vie politique européenne. Elle est présente dans tous les pays et est, depuis la Seconde Guerre mondiale, régulièrement au pouvoir. Néanmoins, elle connaît un déclin électoral sensible et subit des transformations internes non négligeables. L'article fait le point sur cette famille et permet de comprendre les grandes questions politiques auxquelles ces partis politiques doivent faire face en ce début de siècle. Blagovesta Kolova aborde une autre thématique de grande actualité, la montée des partis populistes en Europe. Presque tous les pays de l'Union ont vu la naissance de formations politiques anti-système et antidémocratiques. Certaines sont clairement ancrées à l'extrême droite, d'autres naissent de sentiments régionalistes ou sont la transformation de partis politiques traditionnels. Il existe de nombreuses différences nationales entre ces partis, mais tous sont le résultat du rejet des élites et des partis traditionnels. Le discours contre les étrangers forme leur fonds de commerce électoral. L'article fait le point sur les recherches sur ce sujet, qui donne lieu, vu son inquiétante actualité, à une abondante littérature. Sorina Soare analyse les spécificités des partis politiques dans l'Europe post-communiste. L'effondrement des régimes communistes et la construction de nouvelles démocraties représentatives allaient donner lieu à la création de nouveaux partis politiques. Il est intéressant d'examiner si ceux-ci portent certaines spécificités, ou si un phénomène de convergence avec les formations de l'Europe occidentale existe. Des nouvelles familles politiques apparaissent-elles ? Est-ce que le passé communiste joue encore un rôle aujourd'hui ? Que sont devenus les partis communistes ? Quel a été le rôle des partis politiques dans la construction et la consolidation du nouveau régime politique, et dans le processus de l'élargissement de l'Union européenne à ces nouveaux États ? La chercheuse tente d'apporter des réponses à ces différentes questions. Anna Paczesniak traite quant à elle du rôle décisif que l'ancien parti des communistes polonais, le Parti ouvrier unifié polonais, a joué dans la transition démocratique. Ce parti, en ouvrant des négociations avec la puissante opposition, a permis des transformations historiques en Pologne. La chercheuse polonaise analyse aussi l'évolution de ce parti et sa social-démocratisation. Une aile de ce parti s'est en effet transformée dans un parti social-démocrate à l'européenne et a gouverné le pays à 2 reprises, y compris au moment de l'adhésion du pays à l'Union européenne. Ces 4 chercheurs, de nationalités différentes, font donc le point sur des thématiques de grande actualité pour comprendre les évolutions du système des partis européens. Références. Katz Richardes and Peter Mayer, Changing Models of Party Organization and Party Democracy, The Emergence of the Cartel Party, Parti Politics 1, 1995, 5-31. Lipset, Seymour Martin and Steinrock, Party Systems and Vote Alignments, Cross-National Perspective, Free Press, 1967. Seller, Daniel Louis. Les partis politiques. Paris, Armand Collin, 2000. Le destin de la social-démocratie. Fabien Escalona. Cet article traite de la destinée de la famille social-démocrate en Europe. Il examine ses origines et les grandes tendances de son évolution sur un siècle d'existence. Les caractéristiques de sa forme contemporaine sont ensuite passées en revue, sa diversité interne, sa structuration au niveau de l'Union européenne, son déclin électoral et sa crise identitaire. La fin de l'article est consacrée à l'avenir de la famille, mais aussi du projet social-démocrate. L'auteur argue que de nombreux obstacles se dressent devant la restauration de la primauté du politique en Europe, et examine le potentiel de renaissance social-démocrate dans les pays émergents. Introduction. Cet article a pour but de présenter la trajectoire de la famille social-démocrate née en Europe, de caractériser sa forme contemporaine et de s'interroger sur son avenir, dans le Vieux Monde, et ailleurs. La social-démocratie ne sera pas appréhendée ici comme une idéologie, mais comme une force politique née dans un contexte de développement et de contestation du capitalisme historique.
Bien sûr, cette famille de partis était influencée dès ses débuts par une variété de doctrines, socialistes, marxistes, jacobines, républicaines, mais elle n'en avait pas la paternité, ne les avait pas produites elle-même. Elle a ensuite intégré les régimes représentatifs au fur et à mesure que ceux-ci s'ouvraient aux masses populaires, et a parfois joué un rôle important en leur sein, en particulier entre la crise des années 1930 et celle des années 1970. Cet âge d'or de la social-démocratie correspond à un moment particulier du XXe siècle. Durant cette phase d'une quarantaine d'années, les intérêts de sa base sociale ont pu être satisfaits dans le cadre d'une économie capitaliste que la social-démocratie ne contestait plus, mais qui s'était transformée et dont elle profitait pour faire avancer ses propres objectifs. C'est seulement pendant cette phase singulière qu'une idéologie propre à la social-démocratie a pu être discernée. Celle-ci peut être caractérisée, d'après Sherry Berman 2006, par la primauté du politique. Le laisser-faire de l'idéologie libérale et l'attentisme de l'idéologie marxiste avaient selon elle un point commun. Ne rien proposer comme remède concret et immédiat à la crise vécue par les masses depuis 1929. Critique vis-à-vis du capitalisme mais refusant d'attendre son effondrement pour agir, les sociodémocrates auraient porté en revanche un projet d'encadrement politique de l'économie capitaliste. Contrairement au projet fasciste, cet encadrement se voulait démocratique et sa légitimité reposait sur le respect de la souveraineté de la communauté des citoyens. De plus, cette communauté était elle-même conçue de manière inclusive. La citoyenneté en était le fondement et non pas le sang, la race ou la religion. En fait, ce que S. Berman désigne comme l'idéologie social-démocrate correspond donc moins à une véritable interprétation globale du monde qu'à la théorisation d'une pratique politique qui aura effectivement connu un succès certain après-guerre. Cette pratique a correspondu à ce qu'on peut décrire comme un résencastrement relatif des mécanismes du marché dans la sphère sociale et politique. De ce point de vue, la social-démocratie a réalisé alors une partie de sa mission historique, puisque son propre avènement fut justement lié, comme nous allons le voir, aux réactions créées par le désencastrement de ces mécanismes du marché. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la possibilité et de la probabilité d'un tel résencastrement, alors que les conquêtes social-démocrates des années 1940 à 1970 ont été remises en cause par la phase néolibérale ouverte il y a 30 ans. Cet enjeu doit être traité distinctement d'une autre question, qui est celle de la survie des partis sociodémocrates eux-mêmes en tant qu'organisation. Ces associations d'acteurs politiques, dont la disparition a été maintes fois annoncée, ont en effet démontré une grande faculté d'adaptation. Leur force a été justement de ne pas avoir lié leur sort au succès de telle ou telle idéologie ou pratique politique. Bien sûr, projet et organisation d'une famille politique ne sont pas des réalités indépendantes. Mais les secondes possèdent une forme d'autonomie qui peut les sauver de la disparition des conditions nécessaires aux premiers. 1. Les origines de la social-démocratie. La naissance et les spécificités de la famille social-démocrate. Considérer la social-démocratie comme une famille politique exige de s'intéresser à sa généalogie et donc de revenir aux analyses fondatrices de Lipset et Roccan 1967. Ceux-ci se sont intéressés aux partis en tant qu'agents de mobilisation politique, c'est-à-dire en tant qu'organisation capable d'exprimer et canaliser les conflits structuraux parcourant les sociétés européennes depuis la formation des États-nations. Cette façon d'analyser les partis découlait de leur objectif de recherche initial. Fournir un modèle explicatif des ressemblances et différences entre les systèmes partisans nationaux qui se sont stabilisés en Europe une fois le suffrage universel généralisé. Pour ce faire, Lipset et Roccan ont identifié dans une perspective de macrosociologie historique deux révolutions. La Révolution nationale, à partir du XVIe siècle, et la Révolution industrielle, au XIXe siècle. Selon Seller, 1980, ces deux bouleversements furent en réalité les deux moments successifs d'une unique révolution, celle de la bourgeoisie. Dans tous les cas, il est admis que 4 conflits structuraux sont nés de ces transformations. La Révolution nationale a mis aux prises d'une part les partisans d'une sécularisation de l'État-nation face aux défenseurs du rôle politique de l'Église, et d'autre part les constructeurs de l'État-nation centralisateur face aux contre-mouvements issus des provinces et des périphéries.
La révolution industrielle, quant à elle, a opposé d'une part l'économie secondaire du monde urbain et l'économie primaire du monde rural, d'autre part les classes laborieuses face aux classes propriétaires. Or, c'est en tant qu'expression politique des intérêts des classes laborieuses que sont nés les partis sociaux-démocrates. Alors que les trois premiers clivages ont pu être marqués par des alliances et des compromis, expliquant les caractéristiques dissemblables des systèmes partisans européens, Lipset et Rokane remarquent que le clivage possédant-travailleur a plutôt été un facteur d'homogénéisation. Il existe d'autres approches complémentaires pour expliquer la naissance des partis sociaux-démocrates. L'analyse par Polanyi, 1944, de la construction d'un marché autorégulateur au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, permet de décrire la social-démocratie comme un contre-mouvement de protestation contre la marchandisation forcée de trois piliers de la vie sociale: le travail, les ressources naturelles et la monnaie. C'est surtout le premier de ces piliers qui a fait l'objet des mobilisations social-démocrates, qui peuvent donc être interprétées comme autant de revendications de réencastrement du travail dans la vie sociale. La progressive socialisation du marché de l'emploi, depuis les années 1920 jusqu'aux années 1980, fut ainsi un des grands objectifs et une des principales réalisations du mouvement ouvrier. Les sociodémocrates, dans leur programme et parfois au pouvoir, ont aussi revendiqué une certaine socialisation du crédit, c'est-à-dire des choix d'investissement faits au sein de la nation. Ils sont restés plus discrets quant au problème des ressources naturelles, même s'ils se sont ouverts tardivement au thème écologiste à partir des années 1970. Cette conception de la social-démocratie, comme une réaction contre la modernité capitaliste du XIXe siècle et une volonté de socialisation de l'activité productive, se retrouve aussi chez Wallerstein, 1983. Ce dernier a décrit les partis sociodémocrates comme des mouvements antisystémiques, engendrés par les contradictions de l'extension du capitalisme. Ces contradictions découlaient de la déstructuration des modes de vie précapitalistes et de l'intégration croissante des masses dans le système salarial. Il en a résulté un type inédit d'organisation, durable et hiérarchisé, capable de représenter efficacement les intérêts des travailleurs salariés urbains sans terre, le prolétariat, contre les intérêts des possesseurs des structures économiques dans lesquelles ils travaillaient, la bourgeoisie. Le conflit fondamental entre capital et travail a donc été intégré par les systèmes représentatifs d'Europe de l'Ouest, malgré les tentatives révolutionnaires ayant suivi la Première Guerre mondiale. Cependant, cela n'a pas été le cas en Russie et dans l'Europe orientale, où différents facteurs ont fait que le conflit a débouché sur une révolution, c'est-à-dire un changement dans l'organisation des rapports sociaux, Seller 1980-108. Dans le premier cas, la critique du capitalisme s'est toujours conjuguée à un libéralisme politique qui lui a permis d'être relayé au sein des institutions, mais en a aussi émoussé le potentiel de transformation sociale. Dans le second, l'économie administrée est allée de pair avec l'absence de réelle démocratie. Pendant près d'un siècle, ce sont donc deux variétés du socialisme qui ont coexisté. Selon l'historien Donald Sassoon 2006, la première a eu pour tâche de réguler le capitalisme dans des sociétés industrielles qui s'étaient déjà développées, alors que la seconde a eu pour rôle de développer et moderniser des sociétés encore peu industrialisées. Si les sociodémocrates ont disparu en tant que force politique dans ce dernier cas, en raison de leur intégration mais surtout de leur persécution ou de leur exil, des partis communistes se sont en revanche développés à l'Ouest, traduisant la division politique durable du mouvement ouvrier à partir de 1917. La diversité de la famille social-démocrate. Le mouvement ouvrier n'était cependant pas le seul à être caractérisé par son pluralisme. En réalité, la social-démocratie elle-même a pris des visages très différents selon les contextes nationaux dans lesquels elle s'est développée. Pour que le clivage de classe émerge, il a fallu un processus de politisation des masses laborieuses dont les conditions et les résultats ont été influencés par toute une série de facteurs politiques, économiques et culturels. Bartolini a ainsi souligné à quel point la mobilisation de classe a été plus complexe que pour d'autres identités locales, ethniques ou religieuses, qui avaient pour elles la force de la tradition, Bartolini 2000, 15-30. La diversité des développements partisans au sein de la social-démocratie peut être illustrée sur plusieurs plans.
Premièrement, du point de vue de la mobilisation électorale. Les systèmes politiques qui se sont libéralisés tardivement ont été plus favorables au développement électoral de la gauche de classe. À long terme, le degré d'hétérogénéité culturelle a au contraire constitué une limite au développement électoral des partis des travailleurs. Deuxièmement, du point de vue de l'orientation idéologique. Avant même la scission communiste, 3 grandes traditions idéologiques pouvaient être distinguées, dont 3 pays furent emblématiques. Le Royaume-Uni qui représente la tradition du syndicalisme modéré. L'Allemagne celle du marxisme orthodoxe, la France celle d'un marxisme teinté d'anarcho-syndicalisme. Chacun de ces pays a influencé ceux de son environnement géographique proche. Là encore, plus le système politique était répressif, plus cela favorisait une orientation idéologique radicale. Troisièmement, du point de vue de l'organisation et de l'unité des partis. Partout des tendances à la scission et à la formation de partis communistes ont existé, mais la division de la gauche de classe a trouvé un terreau plus favorable dans les pays où l'industrialisation a été relativement plus faible et plus tardive, dans ceux aussi où l'intégration aux institutions politiques était encore limitée, et dans ceux enfin où la densité organisationnelle du socialisme était restée faible. La conjugaison de ces facteurs signifiait qu'un potentiel de mobilisation de pans entiers de la population laborieuse restait inexploité, et qu'il pouvait s'accomplir grâce à une idéologie radicale. C'est pourquoi le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont connu aucune scission importante, contrairement à la France, l'Italie et l'Allemagne. Si un facteur génétique réunit les partis sociaux-démocrates dans une origine commune, la diversité de la structuration du clivage de classe selon les pays empêche donc de parler d'une famille entièrement homogène. Celle-ci a été marquée dès ses débuts par une diversité qui a amené les spécialistes de la social-démocratie à distinguer des branches distinctes, appelées parfois composantes ou traditions. Le travaillisme désigne ainsi l'expérience social-démocrate menée en Grande-Bretagne et dans les autres pays du Commonwealth ayant atteint les niveaux de richesse occidentaux, Australie et Nouvelle-Zélande. Sa particularité a été constituée par le poids particulier des syndicats au sein du parti, qui a été créé par ces derniers. La social-démocratie la plus classique concerne les autres pays d'Europe du Nord ainsi que ceux de l'Europe du Centre, Allemagne et Autriche. Elle s'est caractérisée par une très forte densité organisationnelle et une influence plus marquée de la doctrine marxiste que dans la branche précédente. Le socialisme de l'Europe du Sud s'est distingué quant à lui par la forte concurrence que ces organisations partisanes ont subie au sein de la gauche de classe, notamment de la part des communistes. La faiblesse de leur appareil central, leur division idéologique et le caractère interclassiste de leur base militante et électorale sont leurs autres traits distinctifs. 2. La trajectoire historique de la social-démocratie, les grandes tendances séculaires. À travers ces crises et ces phases de succès, la trajectoire séculaire de la social-démocratie a connu plusieurs grandes évolutions. Celles-ci peuvent être résumées en 5 points. A. Une intégration croissante au régime démocratique représentatif. B. L'acceptation progressive du mode de production capitaliste. C. Le déclin rapide de l'internationalisme censé souder les partis du mouvement ouvrier, qui n'a pas empêché D. Un soutien de plus en plus affirmé au processus d'intégration européenne lancé dans les années 1950. E. L'apogée puis le déclin du modèle social-démocrate tel qu'il est et développé en Europe du Nord et du Centre, jusqu'aux années 1970. Afin de rappeler le contexte de ces tendances de long terme, il est possible de styliser le cours suivi par la trajectoire historique de la social-démocratie européenne. Elle connaît tout d'abord un premier soubresaut à l'aube du XXe siècle, avec la diffusion des thèses d'Edward Bernstein au sein du SPD allemand puis de l'Internationale socialiste. Ce moment a été qualifié de crise révisionniste, car ces thèses s'attaquaient à 2 fondamentaux de la doctrine marxiste telle qu'elle était définie par les sociodémocrates de l'époque. D'une part le fait que le capitalisme s'effondrerait inéluctablement, d'autre part l'idée que l'État était une organisation fondamentalement au service des classes dominantes. La controverse n'empêcha cependant pas les partis de continuer à se développer sur le plan électoral, ce qu'ils continueront à faire dans les années 1920. Entre-temps, la Première Guerre mondiale aura mis en échec puis divisé les socialistes,
mais aussi signifier la fin des empires centraux et une nouvelle ère de conquête politique et sociale pour le mouvement ouvrier. À part les sociodémocrates scandinaves qui parviennent à surmonter la crise des années 1930 grâce à des politiques originales, mais aussi leur neutralité diplomatique, les autres partis ne parviennent pas à mettre en œuvre des politiques différentes du libéralisme orthodoxe, en tout cas pas durablement, et sont victimes de la montée des fascismes. Cependant, la défaite de ces derniers permet enfin à la famille social-démocrate d'atteindre son apogée électoral dans les 2 décennies d'après-guerre, et de conquérir une relative hégémonie idéologique. Cette période est celle d'une croissance sans précédent de la production et des niveaux de vie, du développement des économies mixtes et de leur protection vis-à-vis d'une sphère financière très encadrée. La crise des années 1970 à 1980 marque la fin de ce capitalisme organisé, né dans la douleur au début du XXe siècle, et dont l'ordre productif aura été stabilisé pendant une trentaine d'années, Dokes 2003. La social-démocratie subit alors de nombreuses défaites électorales, sauf en Europe du Sud, avant de retrouver le pouvoir dans de nombreux pays à la fin des années 1990. Il s'agit toutefois d'une social-démocratie largement reconvertie, dont le projet a incorporé une grande partie du paradigme économique néolibéral, et a intégré, mais dans une certaine mesure seulement, les demandes croissantes de la société en faveur de la démocratisation des rapports sociaux non économiques. C'est aussi une période pendant laquelle la famille s'élargit, avec la renaissance de la social-démocratie en Europe centrale et orientale, et l'intégration de plusieurs pays de cette région à l'UE en 2004. Une intégration aux démocraties nationales représentatives. Si l'action des partis sociaux-démocrates a été concentrée à l'intérieur de leurs frontières nationales dès l'origine, la crise révisionniste a été un moment important favorisant cette orientation. Pour Bernstein, lutter pour une démocratie véritable constituait en effet l'objectif le plus important et le plus urgent de la social-démocratie. Il affirmait que le mouvement ouvrier devait contribuer à la démocratisation de l'État, afin de mieux y promouvoir ses intérêts. Dès lors, une marche graduelle et réformiste pouvait être conçue comme compatible avec le bouleversement social visé par le socialisme, qui prendrait donc la forme d'une substitution progressive de la société socialiste à la société capitaliste. Les unions sacrées de la Première Guerre mondiale ont ensuite contribué à briser définitivement l'isolement des sociodémocrates par rapport aux partis bourgeois, au point qu'ils dirigèrent de nombreux gouvernements au lendemain du conflit. Plus tard, le nouveau projet social-démocrate keynésien qui se forgea dans les ténèbres des années 1930 à 40, contribua à doter les sociodémocrates d'une politique économique distinctive et efficace, qui leur a permis d'atteindre une bonne partie de leurs objectifs traditionnels en régulant l'économie depuis l'État. Outre cet intérêt accru à s'intégrer au jeu démocratique, il faut aussi noter que l'expérience du totalitarisme a fait tomber les dernières réticences vis-à-vis du modèle de la démocratie libérale. Dans les années 1970 à 1980, la défense de ce modèle fut d'ailleurs au cœur du combat mené par les socialistes d'Europe du Sud, Espagne, Portugal, Grèce, qui parvinrent au pouvoir après la chute de régimes autoritaires. Quant à la France, si la démocratie représentative était déjà une réalité, la conquête du pouvoir par le PS de François Mitterrand fut l'occasion de la première alternance de la Ve République. Celle-ci s'accompagna de nombreuses mesures de modernisation institutionnelle, à travers la dévolution de pouvoir aux échelons locaux, et en faveur des libertés individuelles, droits des femmes et des homosexuels, fin des tribunaux d'exception, abolition de la peine de mort. En même temps, les dirigeants socialistes français ont aussi accepté et renforcé la logique présidentialiste qui était au cœur du régime gaulliste. Un accommodement progressif au capitalisme. L'acceptation progressive du capitalisme est très fortement liée à cette adhésion de plus en plus forte des sociodémocrates à la démocratie libérale. En effet, les sociodémocrates ont renoncé à la lutte des classes et à la violence, puis au remplacement brutal du capitalisme une fois la majorité atteinte. Les idées de Bernstein et l'essor des classes moyennes salariées ont favorisé cette modération, poussant la Nouvelle Internationale socialiste, fondée en 1951, à définir le socialisme sans recourir aux principes marxistes. Le symbole de cette orientation est le congrès extraordinaire de Bad Godesberg,
organisé par le SPD en 1959, durant lequel il a affirmé son adhésion à l'économie de marché. Même si Bad Godesberg ne résume pas l'évolution de toute la social-démocratie européenne, il a reflété une tendance commune qui a revendiqué l'économie mixte comme valeur positive, pour mener une politique sociale dans une perspective égalitaire, Bergougnoux et Manin 1989-69. Autant l'environnement des années 1970 allait se révéler hostile, autant celui du boom économique de l'après-guerre se présentait de manière extrêmement favorable. Le capitalisme restant maîtrisable à l'échelon national, cela permettait la mise en œuvre réussie des techniques keynésiennes de régulation de la demande et des compromis trouvés entre syndicats et patronat. Les objectifs classiques de la social-démocratie, en dehors du remplacement du capitalisme, étaient quasiment tous atteints. Le suffrage universel était la base communément admise de toute démocratie représentative, tandis que les politiques en faveur du plein emploi, de la consommation populaire et de l'État social avaient acquis une légitimité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.